Bonjour à toutes et à tous, je suis Martin Mendiara, contributeur à l'Insoumission, où j'écris à la rubrique Culture avec d'autres personnes et également sur la politique culturelle. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Mathias Gokalp, réalisateur du film L'Établi, qui est sorti en salle le 5 avril dernier. Mathias, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous à l'Insoumission aujourd'hui. Alors, Mathias, vous êtes réalisateur et scénariste. Vous avez réalisé plusieurs courts-métrages et 2 longs-métrages, Rien de personnel en 2009, qui a reçu le prix Louis Deluc du premier film, et L'Établi, sorti il y a quelques semaines et dont on va parler aujourd'hui. Alors, L'Établi, c'est l'adaptation du livre de Robert Linhart, du livre du même nom, qui s'appelle L'Établi également, qui est sorti en 1978, et qui raconte son parcours, le parcours de Robert Linhart en tant qu'établi entre 1968 et 69, et établi, c'est-à-dire militant politique, militant maoïste en l'occurrence, concernant Robert Linhart et beaucoup d'autres établis, qui se fait embaucher dans une usine pour contribuer à l'organisation des travailleurs dans cette usine, et pour faire court, il préparait la Révolution. Linhart, il a été embauché à l'usine Citroën de la Porte de Choisy à Paris, où il va se retrouver être le seul établi et confronté à la dureté du travail à la chaîne. Il vient pour inciter les travailleurs à se mobiliser, mais il va avoir du mal. Après les grandes mobilisations de 68, ses camarades et ses collègues de travail vont être un peu épuisés de l'organisation collective, jusqu'à ce que la direction de Citroën décide de durcir les conditions de travail pour faire payer aux ouvriers les accords de Grenelle quelques mois auparavant, ce qui entraînera un mouvement de contestation qui est raconté dans le film, notamment pour la dignité et parce que tout travail mérite salaire. Dans le film, on y retrouve Swan Arlo dans le rôle-titre de Robert Linhart, mais également Mélanie Thierry, Denis Podalides ou encore Olivier Gourmet. Et c'est un très beau film que nous vous recommandons à l'Insoumission et dont on a la chance aujourd'hui de pouvoir parler avec son réalisateur Mathias Gokalp. Alors, pour commencer, qu'est-ce qui vous a donné envie de faire ce film aujourd'hui ? Pourquoi adapter le livre de Robert Linhart et de parler des établis en 2023 ? C'est un texte qui m'a beaucoup marqué quand je l'ai lu alors que j'étais étudiant, donc il y a un certain temps. Je l'ai lu dans les années 90, donc pour moi le monde ouvrier n'était pas si lointain. Et c'est en travaillant aujourd'hui, on a commencé l'écriture à partir de 2015, donc il y a déjà un moment, que je me suis rendu compte que sans doute ce monde ouvrier avait beaucoup changé. Après, ce qui m'intéressait, ce qui faisait pour moi la force du texte, c'était un point de vue très radical que je partageais et que je partage sur l'aliénation au travail. C'est-à-dire le fait que pour beaucoup de gens, le travail, c'est une manière de gagner l'argent de sa subsistance, mais pas forcément quelque chose d'intéressant, pas forcément un accomplissement. Et que à partir du moment où on donne du temps, 7, 8, 10 heures par jour, 10, 20, 30, 40 ans et plus à une entreprise, c'est du temps qui peut paraître comme entièrement perdu. Il y a une citation que j'ai hésité à utiliser dans la voix off, où le narrateur, Robert Linhart, dans son texte, dit voilà, tout ce temps-là, j'aurais pu le passer couché dans l'herbe, à regarder le ciel, à sentir le vent, à voir passer les oiseaux, et pendant ce temps-là, Mouloud aura fabriqué 7000 de chevaux. Voilà. Donc c'est ce texte sur l'aliénation du travail qui m'avait beaucoup parlé, et ça, je pense que c'est quelque chose qui est encore actuel, très actuel dans nos sociétés. Et ces établis, justement, ils décident de consacrer ce temps de vie, ce temps de travail, à faire quelque chose en plus du travail, c'est-à-dire à aussi aller travailler pour leurs convictions politiques et pour aussi préparer la révolution, ou du moins contribuer à diffuser une idéologie de gauche radicale, d'extrême gauche, auprès de leurs collègues de travail également. Et c'est le choix que fait Robert Linhart. Oui, les établis, ce sont des militants d'extrême gauche. Il n'y avait pas uniquement les maoïstes, il y en avait de toutes sortes d'obédiences, qui tiraient de leur expérience de mai 68 la conviction qu'il fallait partir de la base
non seulement partir de la base, mais comprendre ce qui se passait réellement dans le monde du travail. Donc, c'était à la fois, ils se sont fait engager dans des entreprises comme simples ouvriers, à la fois pour essayer de comprendre ce que vivaient les ouvriers en France dans leur vie quotidienne, et puis essayer de discuter avec eux de politique, les mobiliser et, je dirais, essayer de les fédérer pour des actions. Oui, parce qu'il y avait, bien entendu, cette volonté d'agir au sein des entreprises, mais pour ces militants aussi, la volonté d'aller directement au contact du travail pour ne pas usurper la parole de travailleurs dont ils n'auraient pas vécu eux-mêmes la condition. Tout à fait, ça part d'une interrogation des militants à cette époque qui me paraît toujours légitime, c'est-à-dire d'où parle-t-on en tant que militants politisés, ils veulent la révolution, mais ils ne veulent pas la faire à la place de ceux dont ils défendent les droits. Donc ils veulent savoir ce que veulent vraiment les ouvriers, ce qu'ils peuvent, et construire leur action politique à partir de ce savoir. Donc ce film, il retrace le parcours de Robert Linhart en tant qu'établi à l'usine Citroën de la Porte de Choisy, mais il y a des petits décalages. Par exemple, il est un peu plus vieux que quand il a été réellement en 68, parce qu'il y a aussi cette volonté de travailler, j'ai l'impression, sur le décalage qu'il y a en effet entre le Robert Linhart, intellectuel, qui va travailler à l'université, qui travaillera à l'université après, et ses collègues, camarades dans l'usine, mais que c'est quelque chose justement qu'il n'a pas envie de cacher tout du long du film. Il le dit plusieurs fois, qu'il ne va jamais ne pas faire croire qu'il est intellectuel quand ça se présente. Le texte prend quelques libertés avec le personnage central, puisque le texte, en fait, n'a pas de protagoniste. Le texte de Robert Linhart est une description sociologique, politique, un récit chronique de la vie ouvrière, mais lui-même, en tant que narrateur, est absent. Donc il a fallu ajouter des choses qu'on a tirées de sa propre biographie, et puis des choses qui ont été inventées. Sur le fait qu'il ne veuille pas mentir, ça vient en grande partie du texte, c'est-à-dire que à partir du moment où il veut mobiliser ses camarades, il ne veut pas mentir, il ne veut pas avoir l'air d'un manipulateur, il ne veut pas les manipuler en leur cachant qu'il aurait qu'il a effectivement lui une autre vie, qu'il a d'autres perspectives, d'autres moyens. Et donc très tôt dans le texte, il commence à toucher un mot de sa condition bourgeoise à ses camarades. Mais ce sont des choses qui sont déjà présentes dans le texte, et la scène où il va emmener Ali chez lui, elle existe, simplement elle a été déplacée d'un personnage sur un autre, puisque dans le texte, c'est le personnage de Sadoc qui l'invite chez lui. Mais cette scène où, juste avant le déclenchement de la grève, il passe aux aveux, si l'on peut dire, elle existe, et elle est très cohérente avec, je dirais, la démarche foncièrement honnête de Robert Linhart. Et du coup, ce mouvement des établis s'est développé de la fin des années 60 au début des années 90 à peu près. Il y en aurait eu peut-être que ça. C'est pas si loin, oui. La question des dates est intéressante. Au début des années 90, visiblement, dans les recherches que j'avais faites, parce qu'il y en a qui sont restés très longtemps aussi établis, toute leur carrière presque. Il y en aurait eu peut-être vraisemblablement entre 2000 et 3000 à travers la France. Alors, c'est une influence qui est difficile à quantifier, tant la discrétion parfois était aussi le mot d'ordre d'action de ces militants. Néanmoins, il semble quand même avoir eu un certain rôle dans l'action collective dans de nombreuses entreprises, un peu individuellement à chacun par-ci par-là. Et aujourd'hui, peut-être, question qu'on peut se poser en voyant ce film qui se passe il y a un peu plus d'une cinquantaine d'années, c'est que retenir des établis aujourd'hui Mais en fait, lorsque j'ai lu le texte étudiant, je faisais en même temps des repérages documentaires sur d'anciens ouvriers d'origine marocaine en région parisienne, et j'avais été frappé par
par leur parcours individuel de ces hommes qui venaient de milieux très très modestes au Maroc, ruraux, et qui, me semblait-il, par la politisation, avaient accédé à un statut social très différent. Et je leur avais posé la question, mais de l'origine de leur politisation, et quelqu'un m'avait dit il y avait un établi dans mon usine. Et on trouve beaucoup de témoignages d'ouvriers à qui la rencontre avec un établi a ouvert des perspectives. Et effectivement, ce n'est pas quantifiable, mais d'abord, dans une vie individuelle, c'est énorme. C'est-à-dire que ne serait-ce qu'une trajectoire, c'est déjà beaucoup. Et puis, je suis persuadé qu'à l'échelle du pays, il s'est passé quelque chose. Et je pense que, sans doute ils n'ont pas réussi à relancer un nouveau mai 68, mais il y a un mouvement que les gens percevaient malgré tout à l'époque, c'était un mouvement de mélange des classes sociales, c'est-à-dire une volonté d'ouverture de part et d'autre, je dirais des classes laborieuses d'un côté et des classes intellectuelles, au moins, de se dire on a droit au dialogue, le dialogue apporte quelque chose, du dialogue va naître quelque chose de différent. Et je pense que ce moment-là, très fort, a marqué toute une génération et reste assez exemplaire. Et pour en revenir au film lui-même, notamment sur sa mise en scène, c'est aussi un film sur le travail, le travail à la chaîne notamment, qui a une grande place dans la mise en scène du film, à travers les différentes scènes, à travers le quotidien dans cette usine. Et ce sont aussi des corps, ceux des ouvriers dans leur blouse bleue qu'on voit derrière vous, qui occupent une grande place à l'écran, qui sont éreintés par le travail, par ces cadences déshumanisantes, ce que découvre Robert Linhart, le personnage au début du film quand il arrive à l'usine. Et ce sont des corps qui se blessent aussi, on les voit se blesser. Et c'est quelque chose que vous avez voulu explorer, ce travail et ce qu'il fait au corps? Pour moi, c'était une des priorités du film. C'était d'essayer de parler de ce que fait le travail à l'ouvrier, parce que c'est dans le texte et parce que c'est l'expression concrète de ce dont on parlait tout à l'heure sur l'aliénation. Donc j'ai réservé une grande part du film à la description du travail manuel, du travail à la chaîne. C'est un défi cinématographique parce que, en fait, ce qui est le plus dur sans doute dans le travail, c'est la temporalité. C'est le temps qu'on passe à travailler et, comme je le disais tout à l'heure, qui ne vous est pas rendu. Et la temporalité du cinéma ne correspond pas. Si on avait voulu que les deux coïncident, il aurait fallu faire un premier film de 7 heures pour raconter la première journée, à la façon de Jeanne Dielman, et ça n'aurait pas été le même film. Donc il faut trouver des astuces, il faut trouver des procédés. Ça passe par un montage avec beaucoup d'ellipses, ça passe par la voix off, et puis ça passe effectivement par le corps de l'acteur, de l'acteur Swan Arlo, mais aussi des acteurs, d'essayer de montrer le poids. Alors voilà, je pense que les gens ont beaucoup en tête le modèle des temps modernes de Chaplin, mais justement Chaplin se sert du burlesque, c'est-à-dire que l'accentuation des gestes, de la panique, a marqué les spectateurs, mais c'est une accentuation. Donc là, sur ce film, précisément, on s'est posé la question d'une autre traduction, plus naturaliste, mais ce sont de toute façon des procédés. Et certes, le film se passe il y a plus de 50 ans, mais raconter, montrer et faire ressentir, parce que c'est vraiment ce qui se passe aussi en tant que spectateur, à travers notre vision, on ressent un peu, on a une empathie pour Swan Arlo et pour ces autres ouvriers. Raconter et faire ressentir tout ceci, c'est pas quelque chose qui a pour autant disparu aujourd'hui, ce travail à la chaîne. Quiconque a travaillé dans des usines aujourd'hui ou a pu lire par exemple le livre À la ligne de Joseph Pontus, qui est sorti en 2019, qui revient sur son travail, lui, dans des usines d'agroalimentaire, sait que
ce sujet des cadences du corps usé, il existe toujours dans les usines, il existe toujours en France, malgré la mécanisation accélérée, la robotisation, et ce qui pousse beaucoup d'éditorialistes à dire que maintenant les ouvriers peuvent partir à la retraite à 64 ans, de toute façon, ils ont des exosquelettes, quoi. La classe ouvrière est de plus en plus invisible, mais elle existe, elle représente un tiers de la population active en France, donc c'est pas rien. Et effectivement, il y a eu un déplacement du secteur primaire de la production industrielle vers le secteur des services, où ils sont beaucoup plus invisibles, mais on sait qu'ils existent. Tous ceux qu'on a appelés les premières lignes pendant le Covid, tous ceux qui sont dans les services de sécurité, de vente, de plateforme, en fait, on les voit. Simplement, effectivement, il est probable que la conscience de classe ait été très, très affaiblie par, je dirais, 50 ans de pression patronale et par, je dirais, une fragmentation de cette classe à travers toute la société. Mais elle existe et la souffrance au travail, elle n'est pas forcément liée à l'outil, mais elle peut être liée à la station debout, à la perception du risque, à énormément de choses. Donc, en fait, effectivement, dans le film, on montre un travail qui n'existe plus en tant que tel, c'est-à-dire la fabrication quasi artisanale de voitures, alors qu'aujourd'hui, c'est industrialisé. Mais ce que vit l'ouvrier dans l'établi, beaucoup de gens le vivent encore aujourd'hui en France. Et on le voit, alors j'ai plus le chiffre précis en tête, mais les études sur la présence à l'image dans les médias en France, que ce soit la télévision, enfin toutes les formes d'images animées produites et auxquelles on a accès, en effet les ouvrières représentent moins de 10%, si ce n'est vraiment encore moins des personnes montrées à l'écran par rapport en effet au cadre supérieur, et que ce film-là leur est principalement consacré. Ça rentre aussi dans cette volonté de sortir de cette invisibilisation. Tout à fait. Je pense qu'on a la chance d'avoir un cinéma social français très riche. Et malgré tout, il y a beaucoup de films sur le monde du travail qui sortent chaque année en France. Et c'est plutôt une bonne chose. Après, on se heurte effectivement à deux difficultés. La première, très concrète, filmer dans une usine en activité, c'est compliqué, c'est cher. Nous, on a procédé à une reconstitution assez lourde, en fait. Et financièrement assez lourde aussi. Et puis la deuxième difficulté, c'est, je dirais, un présupposé que les gens n'ont pas forcément envie de voir la souffrance au travail lorsqu'ils vont payer une place de cinéma pour se divertir. Je dirais que, en fait, ce qui fait que le cinéma est un plaisir, c'est beaucoup le point de vue, le traitement et ce qu'on y vit. C'est pas nécessairement l'objet qui va y être représenté. Et moi, j'essaye de faire très attention parce que je sais qu'après une journée de boulot, parfois, on a du mal à se dire « Oh là là, j'ai fini ma journée de boulot, je vais aller voir les autres qui travaillent. » Mais en fait, le cinéma est heureusement plus compliqué que ça. Et c'est des questions de récit, c'est des questions de comédiens, c'est des questions de point de vue. Et on peut tout à fait se faire plaisir et ne pas s'ennuyer. Et passer une meilleure soirée que sa journée de boulot en allant voir des films sociaux. Et ce récit dans l'établi, c'est aussi celui d'une mobilisation, d'une grève, notamment sur son organisation assez détaillée des tout débuts, des prémices jusqu'à la fin de cette grève-là. Et on y voit alors à la fois l'organisation des travailleurs, tout comme la répression brutale, inhumaine et raciste également par la direction de l'usine. Forcément, on y voit des échos avec les mobilisations en cours dans la réforme des retraites, un singulier hasard de calendrier. Mais ce récit de Robert Linhart, qui décrit aussi cette grève dans son livre, ça a aussi été l'occasion pour vous de raconter de la manière que vous racontiez en détail le travail ouvrier, de raconter aussi en détail comment peut s'organiser une grève. Le texte est assez détaillé sur ces questions-là, donc je me suis beaucoup appuyé sur le texte. Après, on s'est posé des questions concrètes et des questions aussi, je dirais, de dramaturgie, parce que, je vais dire, le succès ou l'insuccès d'une grève, il y a une forme de suspense. Je pense que beaucoup de militants le vivent. Et beaucoup de militants qui voient le film reconnaissent effectivement la tension qu'ils vivent en essayant de faire aboutir une action politique. Donc c'est à la fois...
c'est à la fois documenter et à la fois se poser des questions, je dirais, de dramaturgie. Ouais. Et c'est vrai qu'en effet, ce suspense, il est là, celui de savoir s'ils vont continuer à embarquer leurs camarades dedans. Et on y voit des figures vraiment se construire dedans, très différentes, très assez variées. Et c'est moi ce qui m'a notamment pas mal touché dans le film, c'est que la variété de personnages que peut fréquenter Robert Linhart à l'usine se déploie totalement, leur humanité se déploie totalement à travers la grève, à travers l'organisation de ce mouvement et la solidarité qui naît également les uns les autres. J'ai pas voulu enfoncer le clou du suspense. Je pense qu'on aurait... Enfin, je veux dire, un film sur une grève n'est pas un film d'espionnage ou un film policier. En revanche, je pense que je me suis beaucoup posé la question, qu'est-ce qui fait que certains résistent et certains ne résistent pas? Je pense que c'est une question importante. Tout simplement de savoir, à condition égale, qu'est-ce qui fait que quelqu'un va avoir envie de se révolter et d'autres de courber le dos. Et de se poser cette question-là en termes de scénario, en termes de personnages, c'était très riche. Et je pense que ça touche à des questions d'identité très fortes qui dépassent au final peut-être précisément la question de la condition ouvrière. Je pense que là où ça s'incarne particulièrement, c'est effectivement dans ce personnage d'Ali, qui est relativement différent par rapport au texte, puisque le personnage d'Ali est l'accumulation de différents personnages du livre. Mais effectivement, on parvient dans le film, je pense, à comprendre pourquoi il refuse la grève et pourquoi, plus tard dans le film, il va protéger Robert. Et pour terminer cet entretien, ce qui m'a également profondément marqué avec L'Établi, c'est que c'est un film lumineux. C'est un film à la fois dans sa mise en scène, il y a beaucoup de lumière aussi dans l'ensemble, mais aussi dans le déroulé de son scénario, dans sa narration. Vous parliez des films sociaux dont on a la chance d'avoir un beau catalogue en France. Et il y en a beaucoup de films sociaux qui sont bien plus sombres. Quand bien même, ces films en eux-mêmes sont très importants. Par exemple, les films de Ken Loach, comme Moi, Daniel Blake. Mais c'est important pour vous aussi de réaliser des films, de proposer des histoires qui abordent des sujets sociaux et qui mettent en scène aussi une forme d'optimisme, de la détermination et de la solidarité, de l'action collective. Je crois que formellement, je n'avais pas envie d'ajouter du gris à la douleur, c'est-à-dire ne pas être dans une forme de redondance. Et pour être assez cinéphile, je dirais que dans la filmographie, par exemple, des frères Dardenne, il y a eu un moment où ils se sont décidés à filmer l'été et ça a aéré leur film, parce que la Belgique sous temps gris, c'est parfois un peu dur. Donc effectivement, mais au-delà de ça, évidemment, enfin je pense que chez moi il y a quelque chose d'assez naïf et que j'ai pris ce texte et j'ai pris les désirs de cet homme vraiment au premier degré. Après j'aime beaucoup cette phrase qui dit, il me semble que c'est Gramsci qui dit il faut allier le pessimisme de l'intelligence à l'optimisme de la volonté et pour moi c'est une devise forte en fait. Et c'est vrai qu'on ressent, à travers des séries de films qui peuvent sortir ces temps-ci, je pense à Reprise en main de Gilles Perret, dont il est venu nous parler également dans son émission il y a quelques mois, qui certes parle de sujets durs du monde du travail actuellement, mais voilà, le développe aussi à travers cet optimisme, comme on dit, de la détermination, de la volonté, et que ça n'empêche pas, ça y fait naître de l'humour aussi, il y a quelques moments assez drôles dans le film, et on en ressort à la fois nourri de ce que le film a voulu montrer, de ce qu'il a exploré, mais en effet en levant la tête, quoi. Je crois que l'action d'un établi, elle est aussi modeste, même s'ils visent loin, ils savent que à leur échelle, ils ne vont pas pouvoir faire énormément de choses, surtout quand il est seul. En revanche, je pense que le militantisme est une aventure humaine
et que la plupart des établis, même s'ils tirent de leur action un bilan mélangé, ils tirent de leur aventure humaine, de leur expérience, quelque chose de très positif, de très riche. Ils peuvent parfois être légèrement négatifs ou désabusés sur la manière dont la société, depuis mai 68, a évolué, parce que c'est vrai que la société dans laquelle on vit a été dominée par un mouvement de libéralisme, ultralibéralisme, néolibéralisme, mais l'aventure humaine qu'ils ont vécue, en général, les a enrichis et ils ne la regrettent pas. Bon, ça sera le mot de la fin, que le militantisme enrichit et qu'on ne le regrette pas. Merci beaucoup, Mathias Gokalp. Et merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. N'hésitez pas à partager cet entretien autour de vous. Et vous aussi, vous pouvez contribuer à l'Insoumission si il y a un livre que vous avez lu, un film ou un spectacle que vous avez vu, une exposition que vous avez visitée, qui vous a touché, qui fait écho aux thématiques de l'Insoumission. N'hésitez pas à écrire quelque chose dessus et à nous l'envoyer. Et on sera ravis de pouvoir le publier, le partager. À bientôt.